Bonjour, bonjour. Bon début de journée. Bienvenue à cette deuxième journée du FIC Amérique du Nord. Alors, je vous inviterai, s'il vous plaît, à prendre place pour cette passionnante conférence qui va débuter dans quelques instants. Là, je sais que les gens commencent à arriver et je ne sais pas si vous avez vos casques présentement sur les oreilles, mais je vous invite à les mettre et sélectionner le 1 pour l'anglais et le 2 ici sur la scène jaune pour le français. Alors, je m'appelle Jean-Michel Vanas et c'est moi qui va animer cette scène tout au cours de la journée. Alors, la conférence d'aujourd'hui de ce matin, et s'appelle Donner, oser, partager. Alors, le présentateur Éric Salobir est préside le comité exécutif de la Human Technology Foundation. Il est membre du Conseil national du numérique en France et expert auprès du Saint-Siège Vatican pour les médias et les technologies. Il est également le fondateur du réseau Optique qui vise à promouvoir la recherche et l'innovation dans le domaine des humanités numériques. Diplômé de l'Institut supérieur du commerce de Paris, Éric Salobir a travaillé à l'ambassade de France à Prague et pour la Banque Crédit Lyonnais au département Banque d'affaires à Paris. Il a également été responsable de la production de médias numériques catholiques pour la chaîne de télévision française France 2. On accueille maintenant notre premier conférencier de la journée, Éric Salobir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ceci est mon passeport. Un passeport officiel émis par une institution internationale reconnue et qui m'a permis de voyager jusqu'ici, qui me permet en fait de voyager dans le monde entier. Et pourtant, dans ma vie numérique, qui représente quand même maintenant une grande partie de mon existence, eh bien ce passeport m'est complètement inutile. Au contraire, on va me demander de me connecter via Apple, Facebook, Google. On me demandera de me connecter via France Connect pour déclarer mes impôts ou via Amélie pour ce qui est du système de santé en France. Et j'imagine qu'avec l'arrivée du métaverse, nous aurons de plus en plus de connexions qui se feront sans aucune utilité de ce passeport. Alors on aura beau me dire qu'il s'agit simplement d'une inscription sur un site de vente en ligne, d'une authentification pour accéder à mon réseau social préféré, eh bien en fait, il faut quand même se dire que le privilège de confirmer l'identité d'une personne est passé de plus en plus d'un niveau régalien à un niveau privé. Alors on a parfois tendance à réduire l'identification à l'authentification d'un utilisateur. Et en fait, il faut se dire que cette identification, elle confère quand même des droits et elle apporte des informations. En fait, quelque part, mon identité ne se résume pas à un super mot de passe ou à un numéro de sécurité sociale. Tout comme ma vie numérique est une extension de ma vie physique, in real life, de même, et il faut dire que les deux interfèrent complètement parce que quand j'achète quelque chose en ligne, eh bien, je le récupère dans la vraie vie. Eh bien, de même, mon identité numérique est une extension de mon identité physique, de mon identité personnelle. C'est une extension de moi. Et elle doit être considérée comme telle. Mon identité numérique, quelque part, c'est ma propre personne. Et c'est justement avec ce principe-là en tête que la Human Technology Foundation que je dirige et son chapitre local, l'Institut de la technologie pour l'humain à Montréal, a travaillé avec le Conseil canadien de l'identité et de l'authentification numérique pour définir les bonnes pratiques susceptibles de faire du déploiement d'une identité numérique un réel succès. En effet, les études se multiplient, montrant l'importance d'un déploiement massif de l'identité numérique. Ça permet de faciliter la vie des gens, ça permet aussi bien entendu de réduire les coûts de saisie et de traitement, ça permet aussi de réduire la fraude. Selon les études, on dit que c'est entre 3 et 13% du PIB mondial qui pourrait être gagné. Alors entre 3 et 13%, vous me direz, les études sont quand même assez approximatives, mais dans tous les cas, c'est quand même vraiment beaucoup d'argent. En outre, l'identité numérique est un fort facteur d'inclusion. Par exemple, le système d'identité numérique et biométrique indien Aadhaar a permis à plusieurs centaines de millions de personnes qui n'avaient pas accès
à des comptes bancaires, d'y avoir accès tout simplement parce qu'avant, elles ne pouvaient pas prouver leur identité. Et ce système, pendant la pandémie, s'est aussi avéré extrêmement puissant pour permettre de gérer l'allocation des aides financières et des aides de nourriture, des apports en nourriture. De même, le système iVoting qui a été mis en place par l'Estonie en 2005 a été utilisé par la moitié des citoyens qui ont voté aux dernières élections européennes. Il soutient ainsi l'engagement démocratique. Pourtant, l'usage de ces systèmes reste encore très largement limité. Et ça pour une simple raison, c'est l'absence de confiance. Cette défiance, elle a même été fortement accrue pendant la pandémie, tout simplement parce que, il y a eu de nombreuses mesures, qu'elles soient de contrôle, de contact tracing, et que ces mesures-là, elles ont été très mal reçues par la population, elles ont été reçues de façon extrêmement épidermique. Et de fait, qui irait utiliser un système d'identité numérique mis en place par le gouvernement pour faire par exemple des placements en ligne ou pour avoir accès à une plateforme de poker en ligne ou un autre service qui serait réservé aux adultes. Or, on l'a dit, l'identité numérique dépasse de loin la seule authentification. Bien des informations pourraient lui être adjointes qui seraient à la fois utiles en ligne et en dehors, dans la vie réelle. Je pense par exemple au statut d'étudiant ou de demandeur d'emploi. Je pense au diplôme universitaire. Je pense à l'éligibilité à un service ou à une aide. Ou par exemple à une compétence comme celle de secouriste ou de pompier volontaire qui donnerait un accès privilégié en cas d'urgence. Autant de données dont nous souhaitons enrichir notre identité numérique tout simplement parce qu'elles font partie de nous. Et des données qui peuvent aussi du coup être modifiées en temps réel, alors que lorsque vous déménagez, vous ne refaites pas votre passeport. Et ces données, on aimerait peut-être les partager. Ainsi comme l'initiative canadienne Imagia permet de partager des données d'oncologie pour entraîner des algorithmes à la détection et à la reconnaissance des cancers, on peut imaginer que d'autres données de santé soient partagées. Et je ne parle pas seulement des données cliniques qui sont détenues par le médecin et qui sont extrêmement sensibles. Je pense à toutes les données non cliniques. Il faut savoir que les données cliniques, c'est seulement 30% de vos données de santé. 30 autres % sont les données d'environnement et 30% ce sont les données autour de votre style de vie. Or, toutes ces données-là, réunies, rassemblées par des capteurs comme un montre connectée par exemple, pour le moment, on ne peut pas les partager. Si je veux partager les données de ma montre connectée, je ne peux pas tout simplement parce que le système d'Apple ne me le permet pas. Mais justement, ces données-là, on pourrait envisager qu'elles soient partagées et ça offrirait un énorme apport en termes de ressources, en termes de progrès de la science et en termes d'apport économique. Et ça, c'est justement ce qu'envisage un programme, par exemple, qui s'appelle SalusCorp à Barcelone. C'est une coopérative qui fait travailler ensemble et qui rassemble des données de santé de façon à pouvoir les mettre à la disposition de la justice. Une façon non dispendieuse de contribuer à l'intérêt général. Alors, si la confiance est là, on va pouvoir transformer l'identité numérique d'un simple système d'authentification à un réel porte-document numérique, afin de fluidifier la circulation de la donnée. Mais je dis bien si la confiance est là, car c'est ça le problème. Cette confiance, elle doit être gagnée. Et or, les entreprises ont peur de partager leurs données, même celles qu'elles n'utilisent pas, de peur qu'elles soient récupérées par la concurrence. Et quant aux particuliers, ils ont peur d'être espionnés par leur gouvernement ou ciblés par les grandes entreprises. Or, nos travaux ont montré que la seule façon de susciter durablement de la confiance, c'est de créer une identité numérique qui soit centrée sur l'humain by design. Les entreprises ne peuvent pas seulement voir l'internaute comme un utilisateur ou un client. Et les États ne peuvent pas le voir simplement comme un citoyen, un administré ou un contribuable. Il faut voir l'utilisateur ou l'utilisatrice comme un humain qui va employer l'identité numérique à sa propre façon et parfois bien au-delà des services proposés par l'institution qui le met en œuvre. Très concrètement, cela induit 4 grandes règles. 4 grandes règles de conception qui sont moins des règles techniques que des règles politiques ou éthiques. La première, c'est naturellement la clarté de la gouvernance.
une transparence suffisante pour que l'utilisateur apporte réellement un consentement éclairé et pas qu'il clique sans avoir lu les 200 pages de conditions d'utilisation qui sont de façon impossible à lire, et qu'il apporte un consentement éclairé pour pouvoir ensuite choisir au cas par cas ce qu'il a envie de partager et avec qui. Ça ne peut être fait que si ce système est bien conçu avec une gouvernance qui lui permet aussi d'être un système d'adoption volontaire avec des alternatives pour les récalcitrants et une utilisation intuitive. Donc ça, c'est le premier principe, celui de la gouvernance. Le second, c'est celui de la minimisation du partage. Lorsqu'un jeune, ici au Canada, montre sa pièce d'identité à la Société des alcools du Québec pour prouver qu'il a l'âge pour pouvoir faire un achat, il montre en même temps son nom, son adresse, et cette mesure qui est là pour protéger, qui est faite pour protéger la jeunesse, eh bien en fait elle peut aussi la mettre en danger en diffusant trop d'informations. On devrait pouvoir attester de son âge, prouver son âge en ligne comme dans la vie réelle, sans pour autant montrer son identité, sans pour autant, tout en préservant son anonymat. Et cela offrirait une bien meilleure protection. Cela permettrait peut-être aussi, par exemple, d'avoir un meilleur filtrage quant à l'accès des mineurs à la pornographie. De façon plus large, l'identité numérique qui décorrèle les différents attributs de l'identité, c'est-à-dire le nom, l'âge, l'adresse, le numéro d'assurance, permettrait de n'en partager que certains en fonction des besoins et permettrait ainsi de réduire la tension qui existe toujours entre la protection des systèmes, la cybersécurité d'un côté, et la protection de la vie privée, entre la sécurité et la liberté. Et cette minimisation, elle est valable pour nos données personnelles, mais elle est aussi valable pour les données d'entreprise. Des entreprises qui, comme je le disais, craignent trop souvent de partager leurs données de peur que leurs partenaires les utilisent à mauvais escient. Or, cette minimisation, elle permettrait aux entreprises d'être beaucoup plus sélectives dans leurs échanges de données. En cas d'usage, par exemple, on peut voir la traçabilité des médicaments ou le partage de la donnée entre les fabricants de voitures et de pneus, les assureurs et les loueurs de véhicules. Tout ça, ça permettrait effectivement de générer de la valeur à partir de ces données. Et parce qu'en fait, finalement, la minimisation, elle permet paradoxalement de partager moins, mais de partager plus souvent et au final de partager un plus grand volume de données. Quelque part, on peut dire la minimisation, c'est less is more. Donc ça, c'est le deuxième principe. Le troisième, c'est la troisième règle de conception, c'est l'interopérabilité. En 1999, quand l'Union européenne a voulu mettre en place un protocole de signature digitale, elle l'a fait via une directive. C'est un texte qui doit être adapté dans le droit de chaque pays membre. Et comme il n'y avait pas de consensus au niveau de l'adaptation, ce qui s'est passé très vite, c'est que chacun l'a adapté avec notamment des niveaux de sécurité différents, qu'il n'y a pas eu d'interopérabilité et que ce texte a été inutile et inutilisable. Et ce n'est qu'en 2014 que la directive eIDAS, qui en fait est une directive qui s'applique d'application directe, on va dire, donc qui s'applique de la même façon en tous les pays, a permis enfin d'avoir une interopérabilité dans les échanges électroniques. Or, on se dit que si on n'a pas d'interopérabilité, si finalement on n'a pas non plus de valeur ajoutée par rapport à toutes ces propositions qui sont faites, toutes ces solutions proposées par les grandes entreprises au niveau international. Alors, cette interopérabilité, elle ne signifie pas pour autant d'utiliser les mêmes systèmes partout. Mais il faut que ces systèmes soient compatibles au niveau technique et qu'ils soient basés sur des principes de conception communs. Le modèle peut-être le plus récent d'identité numérique, celui de l'identité numérique décentralisée, avec son concept transférable d'identité autosouveraine, c'est-à-dire que chacun se crée une identité en utilisant une plateforme et peut ensuite l'utiliser à sa façon, pourrait entrer dans ce cadre-là. Ça permettrait par exemple à quelqu'un de créer une identité, de se créer une identité sur une plateforme publique et de l'utiliser sur des sites privés, ou le contraire, en restant parfaitement maître de ce qu'il a et de ce qu'il partage. Alors ça peut paraître une utopie, mais beaucoup de pays sont en train de développer une telle identité numérique. On peut citer la Belgique, la Norvège, l'Inde, le Japon, la Thaïlande, la Turquie. Autrement dit, de nombreux pays maintenant vont dans le sens de placer vraiment l'utilisateur au centre. Alors, ces normes, elles vont permettre effectivement des échanges entre public, privé et privé qui sont encore
au tout début, et ça, effectivement, c'est une très bonne chose pour le déploiement de l'identité. Ainsi, on va dire, l'identité numérique, elle doit pouvoir être adaptée en fonction des usages, à la fois en termes de contenu, c'est-à-dire je choisis ce que je partage, mais aussi en termes de niveau de sécurité. Si je partage quelque chose de très confidentiel, je dois pouvoir mettre un niveau de sécurité élevé et contraignant. Mais en revanche, si je partage quelque chose de peu confidentiel, je dois pouvoir le faire de façon extrêmement simple. Voilà pour ce qui est de l'interopérabilité qui permettrait une beaucoup plus grande fluidité. Et enfin, le quatrième principe pour conclure, et je pense que celui-là, il ne vous aura pas échappé, c'est que ces systèmes d'identité numérique, ils doivent être sûrs. Malgré les mérites que j'évoquais précédemment du système indien, eh bien, il a connu des brèches et des failles de sécurité qui ont fait fuiter des millions de données, et ça aurait été inacceptable dans d'autres pays. Alors effectivement, le partage de données à grande échelle va donner encore plus de travail à tous les fournisseurs de systèmes de cybersécurité, de solutions de protection. Parce que finalement, c'est seulement cette expérience de la sécurité qui va permettre au public d'être réellement en confiance. Et pour finir, je citerai juste un exemple, celui d'une alliance qui s'appelle FIDO, comme Fast Identity Online, et qui a développé des protocoles de sécurité basés sur de la cryptographie et qui est beaucoup plus sûr que tout ce qui est les mots de passe, la double authentification, etc. Donc voilà, la nécessité comme quatrième point d'augmenter le niveau de sécurité. Alors si vous voulez en savoir plus, à 13h30 sur la scène jaune, un panel sera organisé, donc vous aurez beaucoup plus de détails auprès des experts. En conclusion, je dirais juste que quelque part, une identité numérique centrée sur l'humain et qui n'est pas seulement, à mon sens, un gage d'éthique, ce n'est pas seulement ce que souhaiterait une ONG, c'est aussi un gage d'acceptation sociale et donc un gage de succès pour la mise en œuvre de l'identité numérique. Et puis, quand on sait que 90% des données qui ont été générées dans l'Union européenne n'ont jamais été utilisées, une identité numérique comme celle-là et le partage de données qui va avec, c'est à la fois un formidable moteur de croissance économique et un moteur de souveraineté nationale. Alors, pour conclure, je dirais juste que il est temps de partager cette donnée, d'oser partager cette donnée et quelque part de passer d'une dynamique que l'on pourrait dire « protect what you value » à une dynamique qui consiste à être « value what you protect ». Merci beaucoup.